Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce deuxième webinar centré sur l'eau. On a fait ce matin le choix, après celui peut-être vous avez participé hier à celui autour de la préservation de la ressource. On a fait le choix de centrer celui d'aujourd'hui autour des usages. Alors je ne sais pas si on peut s'en réjouir, mais l'actualité, on va dire, est plutôt en notre faveur ou défaveur suivant comment on voit le sujet. Entre la prise de parole du secrétaire général de l'ONU hier qui indiquait qu'en fait on s'était collectivement engagé sur un chemin périlleux autour de l'eau. Quand on repense éventuellement à la sécheresse de l'été dernier, à celle que tout le monde annonce sur l'été prochain, quand on regarde les conflits d'usage qu'il y a pu y avoir entre les professionnels et les particuliers, voire les questions aussi des polémiques autour de stockage de l'eau, on va dire, on se dit que voilà, la question de l'usage va devenir primordiale dans les prochaines années autour de l'eau. Donc ce matin, une thématique sur repenser les usages. Je vais commencer brièvement par présenter Kéa pour ceux qui nous connaissent pas ce matin, puis je présenterai bien sûr nos invités. Quelques mots très rapidement. Donc, Kéa, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui intervient sur 5 principaux domaines d'activité, hein. Classiquement, le champ de l'amont, du questionnement stratégique, celui de la transformation et l'accompagnement des entreprises dans leurs évolutions, les questions d'impact, et je reviendrai là-dessus, et puis bien évidemment les sujets d'innovation et de digital qui sont au cœur des questions d'accompagnement des entreprises aujourd'hui. Ce qui nous caractérise, et c'est deux piliers, euh, c'est à la fois pour moi une capacité à intervenir sur des secteurs avec des vrais contenus et expertise. Et c'est pour cela que nous prenons aussi la parole sur l'eau aujourd'hui. Et puis, une de nos caractéristiques qui est, je pense, aussi très importante, est celle plutôt autour de l'impact et de la responsabilité, puisque nous sommes entreprises à mission et certifiées Bicorp, et on a la conviction que c'est en transformant les entreprises qu'on va transformer le monde. Donc voilà, le sujet de l'eau est à la fois au cœur de nos expertises un peu sectorielles, et puis bien sûr de notre engagement, puisque c'est un sujet sociétal majeur. Si je vous présente maintenant, au-delà de ces quelques éléments sur nous, notre panel, je serai accompagné ce matin de Simon Porcher, qui est professeur en sciences de gestion à l'université Panthéon-Assas, qui a fait des choses très intéressantes dans les partenariats publics-privés, les modes de gouvernance, l'impact social. J'aurai à mes côtés également Joël Rivalan, qui est président de l'ASTE, c'est l'Association scientifique pour l'eau et l'environnement. Et il a conduit une étude sur la Bretagne autour de l'eau, dont il va nous parler dans quelques minutes, qui est très intéressante. Et puis, nous aurons le plaisir aussi d'avoir la participation de Marc Bonnieux, qui est aujourd'hui directeur de la relation client et de la prospective chez Suez France. Voilà nos intervenants de ce matin. Et puis quelques éléments, et après je m'étais c'est promis pour planter le décor, quelques chiffres pour qu'on sache de quoi on parle quand on parle des usages. Si on part de la gauche et qu'on se déplace vers la droite, on se dit tiens, bah voilà, sur les 512 milliards d'euros, de mètres cubes, pardon, dans le volume annuel qui nous tombent dessus, on va dire il n'y en a que 200 qui sont strictement utiles. Quand on regarde nos consommations en France par rapport aux autres pays, on voit qu'on reste dans une, on va dire, fourchette haute de pays riches, même si on n'est pas non plus les pires en la matière. Et puis ce que je trouve intéressant en termes aussi de prise de conscience, qu'on en entend beaucoup parler, la question de l'eau prélevée. Alors, l'eau prélevée ne veut pas dire qu'elle disparaît, hein, c'est toute partie est restituée à l'environnement, bien évidemment, mais on voit quelques un peu usages clés de cette eau autour des centrales électriques pour le refroidissement notamment, un usage eau potable, tout ce qui est autour des canaux de navigation, l'agriculture et enfin l'industrie, hein, dans l'ordre de consommation dans notre pays. Je ne reviendrai pas sur la question du réemploi et de la réutilisation, ce qui a été largement abordé hier par Karim et ses invités, mais vous voyez le retard, entre guillemets, je suis prudent sur la notion de retard, de la réutilisation des eaux usées par rapport à d'autres pays. Et puis, pour vous interpeller plus collectivement, je ne sais pas qui autour
de ces participants de webinar a en tête que, en fait, voilà, un litre d'eau, c'est 43 centimes à son robinet et qu'un mètre cube, ce n'est que donc que 4,3 euros. Je ne sais pas qui connaît sa facture d'eau aujourd'hui, ce sera un bon débat. Je ne vais pas rentrer là-dedans forcément tout de suite. Joël, je vais te laisser la parole. Ce qui m'intéresse, et c'est ce que tu as fait justement les Côtes d'Armor dans cette étude de l'eau de demain. Et ce serait intéressant que tu nous partages un petit peu ce point de vue et que tu nous dises à quoi vous êtes arrivé. Ton micro est coupé. Voilà, c'est bon. Merci Fabrice. Donc oui, un zoom sur l'eau potable. Il y a bien d'autres usages de l'eau, tu l'as dit, mais je voulais faire un zoom là-dessus et un zoom particulier sur les Côtes d'Armor, tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce département. Quelques chiffres pour remettre, mais tu en as déjà parlé. Sur les Côtes d'Armor, il tombe 6 milliards de mètres cubes d'eau, 2 milliards et demi de mètres cubes qui transitent dans les cours d'eau et on en prélève pour l'eau potable 82 millions. Alors, c'est 3% du volume qui transite dans les cours d'eau, c'est un peu plus d'1% du volume de pluie, on pourrait se dire aucun problème. Mais en fait, il se trouve que dans une grande partie de l'ouest de la France, on a très peu de nappes, on est sur du granit, on est sur du schiste, et donc on a des étiages qui sont très sévères, ce qui fait qu'on est obligé d'avoir, par exemple, chez nous, des barrages pour alimenter. Et un point qui reste aussi à souligner, c'est comme dans beaucoup d'endroits, on voit apparaître des périodes de sécheresse de plus en plus longues qui s'étendent dans la durée et qui débordent sur l'automne. Comment sont utilisés ces volumes chez nous? Mais là aussi, c'est un zoom qu'il faut regarder département par département. Hein. Mais chez nous, la moitié en usagers particuliers, les domestiques, un gros quart pour l'agricole. Alors, je ne parle pas de l'irrigation, là, il y a très peu d'irrigation chez nous, juste quelques séristes. C'est utilisé pour l'élevage des animaux. Avec un point à souligner, c'est que les 2 tiers de ces besoins sont fournis par des forages privés. Alors, on crie parfois sur les forages privés, et là, il faut absolument les conserver parce qu'on ne pourrait pas faire face avec la production publique. Un bon tiers pour les industriels. Voilà, suivant, merci. Alors, quand on regarde l'évolution, et c'est ça qui est très intéressant, on voit qu'en nombre d'abonnés, depuis une vingtaine d'années, on a fortement progressé, un tiers de plus. Et on voit aussi que sur les années 2000 à 2015, aux aléas d'années sèches, années humides, près, on a une consommation d'eau qui était globalement stable. Et on a vu cette consommation fortement augmenter depuis donc 5 à 7 ans, 10% de plus. Et ce n'est pas propre aux Côtes d'Armor. Tout l'ouest de la France est confronté à ça. Alors, ce qui concerne, chez nous, il y a l'aspect industriel, on a beaucoup d'agroalimentaires qui ont redémarré, mais il n'y a pas que ça. Et quand on va regarder de plus près la consommation par abonné, on s'aperçoit que depuis les années 2000, on a eu là aussi une baisse de la consommation par abonné qui a été enregistrée. Et cette baisse, elle est enrayée. Et elle est enrayée depuis là aussi 5 à 7 ans, que ce soit globalement au niveau de tous les abonnés ou au niveau des abonnés domestiques. Et quand on regarde de plus près, qu'on regarde la consommation par habitant, là, on a quelques surprises parce qu'on s'aperçoit que depuis une dizaine d'années, cette consommation, elle a tendance à légèrement augmenter. Pourtant, il y a eu des campagnes sur les économies d'eau que vous connaissez tous. Il y a des matériels hydroéconomes ou machines à laver qui consomment moins qu'il y a 15 ou 20 ans. Donc là, derrière, il y a une vraie question qu'il va falloir qu'on se pose, probablement des aspects comportementaux. Je vais juste donner un exemple. Si vous regardez vos jeunes ados qui prennent des douches qui durent très longtemps et que vous les comparez aux personnes les plus âgées qui malheureusement laissent leur place, il y a probablement un certain nombre de phénomènes comme ça qui jouent. Alors on a voulu aller un peu plus loin très rapidement avec notre étude Eau pour demain pour regarder comment se répartissait l'évolution des usages par catégorie d'usagers. L'idée, ce serait que chaque collectivité ait un observatoire local, parce que là encore, c'est vraiment du local. Vous êtes en urbain, vous êtes en rural, vous êtes en zone touristique, ça ne se comporte pas du tout de la même façon. Et il y a un vrai enjeu sur la catégorisation des abonnés. Ça paraît simple. On connaît bien la consommation annuelle des abonnés, on connaît bien ce qui rentre dans les réseaux toutes les heures ou tous les jours, mais la répartition entre types d'abonnés,
de façon très précise et mal connue, tout simplement parce que la base de facturation qui sert à discriminer ces catégories d'abonnés, eh bien, elle date parfois d'il y a 15 ans, 20 ans, quand vous avez fait déclarer votre branchement d'eau et que depuis, les choses ont changé. Donc, il faut nettoyer cette base de données pour arriver au résultat. Et ce qu'on a essayé de faire sur la consommation d'eau des abonnés domestiques, c'est de regarder à quoi elles étaient liées, à quels facteurs externes elles étaient liées. Alors bien sûr, il y a la température et la pluviométrie qui ont été identifiées, mais avec un impact sur la consommation annuelle qui est limité, ce qu'on peut comprendre, puisque s'il y a des moments de sécheresse, il y a aussi des comportements de rupture. La consommation, elle est liée à la taille des ménages, ce n'est pas surprenant, à la surface parcellaire, c'est l'effet jardin. On a constaté une baisse de la consommation pour les ménages propriétaires, peut-être plus attentifs, les habitants les plus âgés. Un point important, le prix ne ressort pas comme un facteur significatif, mais ça, c'est quelque chose que l'on connaît. L'élasticité du prix par rapport à la consommation est relativement faible. En plus, il n'y a pas eu de grosses variations de prix dans les dernières années, ça va peut-être changer. Et puis enfin, eh bien, on a trouvé un lien avec le niveau de vie. On peut imaginer que quelqu'un qui n'est pas très bien doté financièrement, son souci premier, ce n'est pas de regarder la fuite qu'il a sur son robinet. Et pour terminer, juste un point de conclusion. On imaginait au départ, lorsqu'on a lancé cette étude, pouvoir faire des belles courbes qui nous diraient, bien, s'il y a 2 ou 3 degrés à terme de plus en moyenne, on va pouvoir savoir combien on va avoir besoin d'eau. Eh bien ça, c'est quelque chose qu'il faut abandonner. Les tendances, la robustesse des tendances, des courbes de tendance qu'on a n'est pas suffisante et on a beaucoup de comportements de rupture qui arrivent lorsque les sécheresses sont présentes. Alors finalement, qu'est-ce qui va, dans les années à venir, permettre de connaître l'évolution des consommations? Il faut revenir au basique, et l'évolution du nombre d'abonnés et des habitants. Les efforts d'économie d'eau qu'il va falloir travailler de façon beaucoup plus précise, catégorie d'abonnés par abonné, un particulier, un artisan, une industrie, ce n'est pas du tout le même problème. Et bien sûr, et ça va être la suite un peu des débats probablement, les actions que vont devoir mener les collectivités en termes d'amélioration des réseaux et des usines de traitement. Merci. Merci Joël. Marc? Alors, bonjour à tous. Donc moi, je vais donner le point de vue plutôt de l'opérateur. Hein, donc, pour la partie Suez France, enfin, c'est des sujets qui s'appliquent et qui sont assez généralisables, qu'il s'agisse d'opérateurs publics ou privés d'ailleurs. En ce qui concerne Suez, on gère aujourd'hui et on distribue de l'eau à environ 4 millions d'abonnés, c'est-à-dire une population comprise entre 10 et 11 millions d'habitants, hein, pour que vous ayez ces grands chiffres. Peut-être un élément de contexte supplémentaire, hein, par rapport à ce qu'a dit Fabrice. Finalement, sur les sujets de ressources, on a 3 grands leviers. Hein. Il y a le levier autour de la ressource, je vais pas m'appesantir, mais tu l'as cité Fabrice, hein, tous les sujets de stockage d'eau en amont, hein, finalement, en période d'abondance. On est beaucoup aussi sur de la réalimentation de nappes, par exemple, hein, qui est probablement la façon la plus déjà naturelle d'une part et la plus efficace, hein, pour stocker cette eau en période d'abondance. On a les sujets de ressources alternatives, alors, est très en vogue, et vous en avez parlé hier, hein, les questions de réutilisation d'eau usée. On peut évidemment s'interroger sur des solutions plus low-tech, on va dire, sur la question d'infiltration de l'eau, l'utilisation d'eau brute, hein, de la pluie par exemple, ou des eaux brutes pour la voirie. Donc ça, on va dire, c'est ce qu'il y a autour de la ressource. Après, on va vers ce qu'on appelle le domaine public chez nous, c'est-à-dire le métier historique de tous les opérateurs, hein, c'est-à-dire l'optimisation du système. Hein, ce système, il est composé des usines. Alors, dans les usines d'eau, hein, en moyenne, sachez que les rendements sont de 95%. C'est-à-dire qu'il y a quand même 5% de l'eau, hein, qui est perdue, soit notamment pour les lavages des filtres, par exemple. Et puis les réseaux, alors les réseaux, on en parle, d'ailleurs, c'était un des sujets principaux, hein, des assises de l'eau, où aujourd'hui en France, hein, 80% de l'eau qui rentre dans les réseaux
arrive au robinet des consommateurs avec un optimum à trouver finalement avec ce rendement que l'on souhaiterait pousser jusqu'à le plus près possible de 100%, et puis évidemment des contraintes à la fois techniques sur la taille des réseaux bien sûr, et puis économiques sur les capacités ou pas renouvelées. Donc ça c'est le deuxième volet. Et puis le troisième sur lequel on va s'appesantir ou faire un zoom aujourd'hui, c'est plutôt celui après le compteur, qu'on appelle le domaine privé dans le langage des délégations de services publics. L'après-compteur, c'est ce qui va se passer donc chez les usagers. Et Joël en a évidemment déjà dit un mot. On comprend aisément que selon les typologies d'usagers, ce qui se passe après le compteur est évidemment très différent. Et donc, c'est important de voir que contrairement à les deux autres leviers qui sont le travail autour de la ressource ou des réseaux et des usines, là, on rentre chez les gens. Donc, les leviers qu'on peut utiliser, les leviers d'investissement, etc., ne sont pas du tout les mêmes et ne sont pas opérants quand vous êtes en domaine privé, puisque par nature, vous ne pouvez pas intervenir directement. Ça, c'est un point très important quand on veut comprendre les leviers dont on dispose. L'autre élément de contexte, c'est que jusqu'alors, les collectivités demandaient aux opérateurs d'optimiser le rendement de réseau. Tous les contrats, depuis des décennies, portent des clauses d'optimisation des rendements de réseau. En revanche, et là c'est beaucoup plus récent, je pense que le premier contrat qui a porté ça, c'est le contrat de Brive-la-Gaillarde, dans lequel il est demandé de diminuer les prélèvements sur la ressource de 21% en 7 ans, avec près d'un tiers ou plus d'un tiers qui doit être réalisé sur la baisse des consommations des usagers finaux. De même, un syndicat breton, là il y a un appel d'offres en cours, demande à ce qu'on puisse garantir une baisse de la consommation jusqu'à 13%. Donc là, on touche vraiment les usages. Et puis enfin, un autre exemple qui est que j'ai en tête, qui est aussi un contrat en cours d'appel d'offres où les économies sont de l'ordre de 8%, sachant que 2/3 doivent être réalisés après le compteur. Donc tout ça pour vous dire que pour les opérateurs que nous sommes, vraiment, le poids du corps est en train de se déplacer du domaine public vers l'après-compteur. Et c'est évidemment des leviers très, très différents, comme je vous l'ai dit. On viendra dans un deuxième temps sur les solutions, mais sachez que quand on s'intéresse à l'après-compteur, il y a différentes typologies de pertes en eau, puisqu'on pense tout de suite qu'il va falloir que l'on change de façon drastique la durée de douche de nos adolescents. Ça sera probablement un levier, mais il y en a peut-être d'autres plus faciles à activer. Sachez qu'on estime qu'après le compteur, on a 7 à 8% de fuite. Donc, ça a comparé, vous voyez, aux 20% des fuites qu'on a sur les milliers et centaines de milliers de kilomètres de réseau. Après le compteur, en domaine privé, c'est de l'ordre de 8%. Et c'est très variable selon les catégories de consommateurs, puisque on est de l'ordre de 2 à 3% dans l'habitat individuel, le pavillonnaire, et on monte à 20% dans les bâtiments publics. Et 10% dans l'habitat collectif. Donc, on pourrait dire que on perd autant d'eau, c'est un peu généralisé évidemment, dans le réseau public que dans les bâtiments publics. Donc, ça veut dire que j'y reviendrai après, sur ces pertes, là, on ne demande rien à personne, entre guillemets, en termes d'évolution de comportement. On va juste devoir trouver les leviers permettant de faire en sorte que les gens détectent et réparent les fuites qu'il y a chez eux. Évidemment, selon les typologies de consommateurs, comme l'a dit Joël, il y a des leviers différents, mais il va falloir être en capacité
de bien connaître ses consommateurs. Alors, on fait souvent le distinguo entre l'industriel, le professionnel et le particulier. Il y en a un autre qui est très significatif dans nos métiers, c'est l'habitat collectif. Puisque selon les contrats, selon les collectivités, dans certains cas, l'ensemble des équipements sont dotés de compteurs d'eau dans le cadre du service public de l'eau, c'est-à-dire que tous les habitants sont abonnés, on va dire tous les foyers sont abonnés au service, mais dans beaucoup de cas, en fait, c'est le syndicat de copropriétaires qui est abonné, et puis les dizaines ou centaines d'appartements qui sont dans l'immeuble ne sont pas connus du service public, ce ne sont pas des abonnés. Donc, comment interagir avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est un gros sujet, hein, le syndicat des eaux d'Île-de-France est le principal syndicat d'Europe hein, en matière de distribution d'eau potable. C'est de l'ordre de 4 millions d'habitants pour 600 000 abonnés. C'est-à-dire que vous connaissez, et Paris, c'est moins de 200 000 clients ou 200 000 abonnés pour 2 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas en fait le consommateur. Et ça, c'est une des difficultés importante pour pouvoir interagir avec eux et donc modifier les comportements. Et puis, dernier élément de contexte, c'est aussi donner les derniers chiffres en matière de prise de conscience, on va dire, de la population. On réalise un baromètre annuel avec l'IFOP là, auprès de 16 000 personnes. Le dernier, donc tout récent, celui de 2022, hein, on a 89% des personnes qui considèrent, qui ont pris conscience que les réserves en eau se réduisent, 92% qui se disent attentifs à leur consommation d'eau, avec les limites que citait Joël, et 2 tiers qui sont soit équipés, qui sont soit déjà équipés, soit qui sont intéressés pour s'équiper de matériel de réduction de leur consommation. Alors là, on va être plutôt sur des mousseurs, ce type de dispositif. Et enfin, dernier chiffre, hein, en 25 ans, alors là, c'est une information du Centre d'information sur l'eau, hein, la proportion de Français ayant peur de manquer d'eau a doublé, hein, en passant de 33 à 66%. Donc, on va dire que le contexte est propice à un changement des comportements pour un peu qu'on soit en capacité de s'adresser aux consommateurs et pas uniquement à l'abonné. Super, merci beaucoup Marc. Simon, tu nous rajoutes un peu d'économie dans tout ça? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ces 2 interventions très, très intéressantes. Et je vais essayer de compléter alors en disant des choses différentes. Ce n'est pas forcément évident, mais oui, je rebondis sur ce qui a été dit, sur les conclusions de Marc notamment. Effectivement, donc on est sur une ressource qui diminue. Alors, au niveau mondial, 1 degré Celsius en plus, c'est 20% de ressources en eau renouvelables en moins. On est sur un service qui est... Alors, même si on sent que les gens font des économies d'eau, qu'ils se rendent bien compte qu'on est en période de sécheresse, etc., on a quand même... la facture d'eau est très mal connue des ménages. Ça, j'en reparlerai, mais contrairement à la facture d'électricité ou de gaz, hein, y compris pour des ménages qui ont des compteurs individuels, donc type des maisons individuelles, la facture d'eau ou le prix de l'eau au mètre cube est pas connu, alors même qu'ils reçoivent quand même une facture d'eau. Enfin, je veux dire, mais il n'y a pas du tout la même sensibilité que pour le prix de l'électricité ou du gaz, hein, par exemple, notamment. Enfin, on ressent quand moi qui ai été dans différentes collectivités pour parler des prix de l'eau notamment, quand vous parlez avec le public, on ressent qu'il y a une méconnaissance du système ou du mode de tarification même en général, donc sans aller dans le détail. Et puis, il y a aussi une méconnaissance ou un déficit de connaissance plutôt, pas une méconnaissance, mais un déficit de connaissance des élus. Ça, c'est ressorti dans les assises de l'eau. Il y a 40% des élus consultés qui ont dit avoir un déficit de connaissance de leur réseau d'eau et d'assainissement, ou même plus généralement du service public de l'eau et de l'assainissement, et qui demandent en plus à être accompagnés dans leur gestion de l'eau et de l'assainissement, et notamment par les agences de l'eau ou par d'autres acteurs publics. Alors, peut-être sur le prix de l'eau, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant ma thèse essentiellement sur la comparaison
la tarification de l'eau en régie ou en délégation de services publics notamment. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, c'est tout ce qui est tarification innovante, notamment les tarifications éco-solidaires, comme on a pu le mettre en place dans certaines villes. Ça a été expérimenté par exemple à Dunkerque, hein, d'ailleurs qui est un service géré par Suez ainsi, au moment de l'expérimentation. Avec l'idée de mettre en place un tarif qui serait en escalier, donc qui augmente au fur et à mesure de la consommation du ménage. Donc plus on consomme, plus le tarif marginal, donc le tarif d'un mètre cube en plus, sera élevé, avec l'objectif de diminuer la consommation d'eau. Et contrairement aux résultats qu'on a pu observer dans la première présentation, là, il y a eu une diminution de la consommation d'eau, hein, de 10% en moyenne. À l'époque, on avait fait l'étude, donc en 2015, des consommateurs. Donc, on voit que même si il y a une méconnaissance du prix de l'eau ou du mode de tarification, quand on augmente le tarif, il y a quand même une réaction. Les consommateurs, en moyenne, consomment moins, et notamment les plus gros consommateurs qui avaient le tarif le plus élevé. Donc ça, c'est une expérimentation très intéressante. Elle était doublée, je ne vais pas en parler en détail, mais s'il y a des questions dessus, je peux y répondre, mais elle était doublée d'une tarification dite sociale, c'est-à-dire qu'on avait baissé aussi le prix à Dunkerque de la première tranche d'eau pour les ménages les plus démunis. Voilà, donc quelque part aussi pour compenser l'augmentation du tarif linéaire sur les plus gros consommateurs. Mais ça pose alors une question qui est assez intéressante, c'est la transparence du prix de l'eau pour le consommateur. Et évidemment, si on veut sensibiliser le consommateur, l'usager final, hein, le ménage, il faut que le prix de l'eau soit transparent, qu'il soit conscient de l'augmentation du prix de l'eau, qu'on puisse peut-être même jouer sur le prix de l'eau en période de sécheresse, l'augmenter un peu pour signaler aussi au consommateur que la ressource est rare et que du coup, son prix potentiellement peut augmenter à certains moments. De la même manière, on pourrait, comme pour l'électricité, avoir un tarif qui est différencié au cours de la journée pour la consommation d'eau. Donc, si on arrive à isoler justement ces consommateurs qui peuvent être différents des abonnés, comme ça a été dit par Marc, peut-être par des compteurs intelligents. Alors, bon, ça nécessite évidemment un certain investissement, mais derrière, ça permet d'individualiser la consommation, peut-être même au sein d'un ménage, selon la taille du ménage, d'avoir des cibles de consommation qui peuvent déclencher des tarifs différents. Quand un ménage surconsomme, on peut augmenter le tarif, par exemple, pour des raisons environnementales. Ça permet peut-être aussi aux ménages de se rendre compte qu'il y a des fuites chez eux, s'ils ne s'en rendent pas compte. Voilà. Ça peut être assez performant en termes de personnification de la tarification pour différents ménages. Alors, un petit aparté, mais en Californie, où il y a plus de compteurs individuels, parce qu'il y a plus de maisons, par exemple, il y a des cibles de tarification selon la taille du ménage, selon la pluviométrie, selon la température. Et donc, au-delà d'un certain volume consommé, on peut modifier le tarif du ménage pour le dissuader de plus consommer. Donc, dans un état qui est par ailleurs très touché par la sécheresse. Voilà, donc pour les quelques exemples. Ensuite, sur peut-être la transparence du tarif, il y a un cas aussi intéressant en Italie. Donc, depuis quelques années, le régulateur de l'eau italien a décidé d'intégrer les coûts environnementaux dans les tarifs. Donc, pour que le coût environnemental de l'eau, en tout cas, soit plus transparent, on sépare non seulement le prix de l'abonnement, donc le prix du compteur qu'on va payer tous les ans pour avoir accès à l'eau, le prix de l'abonnement qui correspond aux investissements fixes aussi donc, sur le réseau, le prix qu'on va payer selon le volume d'eau consommée, et un coût environnemental derrière qui peut du coup changer selon la zone où on est. Si on est dans une zone plus sèche ou plus touchée par la sécheresse, on peut dans ce cas-là avoir un coût environnemental de l'eau supplémentaire. Et l'idée, c'est encore une fois, de communiquer auprès de l'usager pour lui dire, ici, voilà, le coût environnemental sera plus élevé, mais c'est normal parce qu'on est dans une zone qui est plus exposée à la sécheresse. C'est une manière aussi de sensibiliser les consommateurs, donc pas seulement aux différentes parties du prix de l'eau, mais aussi au coût environnemental derrière que la consommation d'eau peut avoir. Donc ça, c'est intéressant, c'est quelque chose aussi auquel on peut penser en France. On l'a indirectement avec les redevances de l'Agence de l'eau, mais c'est pas forcément très clair pour le consommateur et c'est une manière aussi vraiment de bien montrer les différents coûts qui sont liés aux opérations de l'eau.
Ensuite, et alors, ça a été mentionné par Marc, mais évidemment, il y a tout ce qui est impact social d'une manière plus générale dans les contrats de délégation d'eau, par exemple. Mais c'est effectivement de plus en plus intégré dans les contrats, donc des cibles en termes de réduction de consommation, de réduction de réduction des fuites sur les réseaux. Ça, c'est très intéressant et ça montre aussi un changement de rôle des opérateurs qui sont plus seulement producteurs, distributeurs d'eau, mais qui doivent gérer quelque part, voilà, gérer indirectement la ressource d'eau derrière en incitant par des mécanismes la diminution de consommation, en prenant encore mieux en compte la diminution des fuites. Donc ça, c'est aussi intéressant, mais c'est une tendance en fait qu'on observe déjà, puisque effectivement, on est sur des contrats et donc on peut intégrer différents éléments de performance dans ces contrats. Et puis enfin, l'expérimentation, ça me semble très important en France. On dit souvent qu'on n'est pas un pays d'expérimentation. La tarification éco-solidaire de Dunkerque, c'est une expérimentation, par exemple, qui a ensuite été généralisée. Mais il me semble que les territoires étant très différents en termes de sécheresse, par exemple, en termes de population, donc d'un point de vue social notamment, hein, il faut permettre, renforcer ces expérimentations, les évaluer, communiquer dessus pour pouvoir les diffuser, puisque du fait du déficit de connaissance des élus, je pense que c'est intéressant justement de mettre en avant des solutions qui ont été proposées dans d'autres collectivités, hein, que ce soit en termes de tarification, mais aussi en termes de géo-infiltration ou autres, pour mettre en avant éventuellement des bonnes pratiques et que les collectivités qui ont envie d'appliquer ces bonnes pratiques puissent s'en saisir et voir en fait l'évaluation de l'expérimentation dans d'autres territoires. Donc ça me semble très important. En termes d'expérimentation, on peut imaginer plein de choses, hein. Pour l'électricité en Californie, il y a eu par exemple des diminutions de factures pour des ménages qui étaient plus économes. Donc il y a une mesure qui a été mise en place de 20% de diminution de votre facture si vous arrivez à diminuer votre consommation de X% l'année d'avant. Donc on peut imaginer aussi des expérimentations comme ça dans l'eau, notamment si on arrive à individualiser la consommation et essayer de ensuite diffuser ces bonnes pratiques à l'ensemble du territoire. Voilà ce que je pouvais dire, et puis je suis ravi évidemment de continuer le débat et de répondre à différentes questions. Merci beaucoup Simon, tu as commencé quelque part à sauter un peu vers les solutions, quoi. Qu'est-ce qu'on peut envisager autour voilà, des usages, et tu as commencé à évoquer le sujet, voilà, de la tarification incitative ou non. Joël ou Marc, les premières pistes d'idées ou de solutions envisageables pour gérer ces sujets autour de l'usage, Joël? Oui, je crois que Simon a posé une question très intéressante. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un gros consommateur? Est-ce que c'est juste en regardant le volume de son compteur qu'il faut juger? Moi, je vais vous poser la question différemment. Vous avez un cadre qui est célibataire et qui consomme 50 mètres cubes dans l'année, c'est un gros consommateur. Vous avez une famille avec 2 enfants qui consomment 80 mètres cubes dans l'année, c'est un petit consommateur. Donc, il faut faire attention à ces effets pervers qu'on peut avoir quand on met en place, par exemple, les premiers mètres cubes gratuits. Est-ce qu'on vise les bonnes personnes? Il y a peut-être d'autres solutions comme la politique de chèque eau qui est diffusée par les CCAS ou par d'autres moyens. Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai, il faut supprimer les tarifs dégressifs pour les particuliers parce qu'il y a quand même eu de 0 à 200 mètres cubes, par exemple. Après, pour les industriels, c'est plus compliqué. Ce sont des décisions qui sont politiques. Si on veut réindustrialiser, est-ce qu'il faut majorer fortement les tarifs? Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas vendre. Parfois, on a constaté des ventes avec des coûts inférieurs au coût marginal de production. Et dernier mot aussi concernant le coût de production, le coût de distribution de l'eau. Les réseaux d'eau, ce sont des réseaux. Donc, on a les mêmes caractéristiques que pour le téléphone. On a 85 à 90% de coûts fixes. Les investissements, il faut de toute façon les faire. Le personnel qui exploite, il doit être là. Donc, c'est quelque chose qui doit amener à réfléchir. Est-ce que si on consomme moins, l'eau sera moins chère? Non. Le prix au mètre cube augmentera. Voilà. Donc, dans la réflexion, il faut mettre tout ça en avant pour prendre les bonnes décisions.
Alors peut-être pour compléter ce qui a été dit par Simon et Joël, avant de rentrer dans le coercitif, hein, puisque quand on parle de tarifs et autres, hein, on a quelques leviers moins douloureux. On va les appeler comme ça, même si je pense, je partage complètement, hein. D'ailleurs, c'est d'ailleurs assez intéressant. Même Fabrice, dans sa présentation, s'est trompé d'unité sur le prix du litre. Je crois que tu as cité 43 centimes, alors que c'est 0,43 centimes. Et d'ailleurs, quand on demande le tarif à notre baromètre de 16 000 personnes, c'est leur réponse, hein, pour vous, à combien est le prix de l'eau potable? Ils sont à 18 centimes, hein, et l'eau en bouteille, 30 centimes. Donc, ils trouvent quand même que un rapport de 1 à 2, c'est quand même, ça fait cher, alors que le vrai tarif, hein, c'est 0,00043. Et donc, le facteur, il est plutôt de 1 à 100, voire au-delà. Donc, bref, donc tout ça pour dire que, oui, on ne connaît pas le prix, mais de toute façon, c'est trop cher. Ça, on n'en discute pas. Et par contre, on est sensible au coût de la facture énergétique, comme l'a dit Simon. Et il faut savoir qu'une part très significative de l'eau qui rentre dans le foyer est chauffée. Et en fait, quand vous faites des économies d'eau, vous faites d'abord et en montant beaucoup plus d'économies d'énergie. Moi, le facteur moins coercitif, hein, je pense qu'une des priorités aisément adressable, relativement aisément adressable, hein, c'est de travailler sur les 8% hein, des fuites après compteur, qui là, par nature évidemment, ne servent à rien, et sur lesquels on a aujourd'hui des expériences intéressantes. Alors vous allez voir que beaucoup des solutions que nous préconisons tournent autour d'un comptage qui soit un comptage qu'on appelait intelligent, télérelevé ou autre, bref, un compteur qui nous permet d'avoir des informations de façon régulière, notamment pour détecter les fuites. Si vous voulez une fuite hein, sur un compteur d'eau, c'est un écoulement permanent, hein, jour et nuit, sans aucun changement. On les détecte très facilement, les fuites. Et donc, on a mené plusieurs tests hein, où au-delà, donc pour des gens équipés de télérelève, quand vous êtes équipé de télérelève, on vous envoie un message, un SMS, comme quoi vous avez une fuite. En gros, 25 à 30% des gens réparent leur fuite. Hein. Quand vous doublez ça d'appels, on revient à des modalités un peu plus anciennes, hein, d'appels pour bien prévenir les gens, vous avez une fuite, sachez que d'une part ça coule et que vous aurez une hausse de votre facture d'eau significative, hein, on arrive à monter à plus de 50% de réparation. Ça, c'est un premier levier qui est quand même important. Et je redis, hein, 20% de fuites dans les bâtiments publics, c'est notamment des fuites en période estivale dans les établissements scolaires, ça, ou pendant les vacances, hein, c'est le grand classique. Donc là, on est plutôt en train de pousser des solutions où on met une vanne automatique qui, dès qu'il y a une détection de fuite, peut fermer l'alimentation à distance. Ça, on va dire, c'est pour lutter contre les fuites, hein, 8%, on devrait pouvoir gagner au moins la moitié. L'autre sujet qui est le plus compliqué, évidemment, à aborder, hein, c'est le sujet des comportements. Et là, techniquement, hein, la technique n'est qu'une brique. Hein, technologiquement, on est capable de dire à la fois au niveau du foyer, quels sont les cas d'usage, les temps de douche. Alors, c'est un peu choquant pour certains. Alors, ça se fait dans le cadre du respect de la RGPD. Hein, ça demande un consentement hein, des particuliers, mais on est capable de dire vous avez une consommation pour des douches de l'ordre de 70 litres par douche, quand la moyenne est plutôt à 40. On peut faire des comparaisons entre foyers équivalents. Bref, faire prendre conscience pour les foyers qui le désirent des usages. Et on a vu déjà, ceux qui s'engagent là-dedans sont des gens par nature hein, qui ont envie de progresser. Hein.
et on a vu des économies très significatives. Ça, c'est au niveau du foyer, hein, les questions de l'arrosage, la question des usages de l'eau et de l'eau chaude notamment. Et puis, l'autre volet, c'est intéressant pour les collectivités, où cette fois-ci, on va agréger sur le périmètre, on l'a fait à Valenciennes, tous les compteurs télérelevés pour donner une vision macro sur un territoire des usages de l'eau. Et c'est par exemple, on a pu mettre en avant le non-lien, on va dire, entre les périodes d'arrosage, alors plutôt d'ailleurs par la ville, et la pluviométrie, hein, avec des arrosages qui avaient lieu la veille de pluie, etc. On peut mettre en avant les pertes en eau dans les réseaux publics et puis ce qui se passe après le compteur. Ce qui permet aussi à la collectivité de dire, ben, globalement, il y a probablement des gains plus simples à faire, notamment sur les bâtiments publics, plutôt que d'aller renouveler des réseaux quand on connaît les coûts. Donc, cette vision globale, c'est aussi un levier très important, mais on comprend aisément, hein, le principal frein qu'on a, hein, c'est le déploiement de ces compteurs télérelevés. Aujourd'hui, nous, c'est de l'ordre de 40% hein, des compteurs qui sont télérelevés. On n'a pas évidemment le levier d'Enedis ou de GRDF, hein, où c'est un choix national de déployer des compteurs intelligents et donc on les déploie. Pour l'eau, hein, c'est chaque collectivité qui a la compétence, hein, c'est chaque collectivité qui décide des moyens qu'elle met ou qu'elle ne met pas. Et donc, c'est quelques milliers de maîtres d'ouvrage à convaincre sur l'utilisation de ces compteurs. Mais ça nous paraît être un levier indispensable si on souhaite rentrer sur les usages et faire justement être en capacité de faire évoluer ces usages. Évidemment, tous les sujets de tarification, bah, et notamment, on a parlé de tarification, alors je ne sais pas si ça sera matin versus, versus le soir ou des périodes creuses dans la journée. En revanche, on comprend aisément que quand vous êtes au Cap d'Agde, ben, la tension sur la ressource en été, elle n'est pas la même qu'en période hivernale. Donc là, on a mis en place une tarification été-hiver, mais on pourrait aller dans des logiques en période d'arrêté sécheresse, hein, d'avoir une tarification qui s'adapte. Et tout ça nécessitera un prérequis, on va dire, qui est cette capacité à compter de façon fine. Et donc, pour revenir sur ce que disait Joël, aussi avoir une connaissance des consommateurs. Et évidemment, et ça a été parfois les fausses bonnes idées, hein, les premiers mètres cubes gratuits, ils ont d'abord bénéficié aux professions libérales, hein, parce que quand vous avez un cabinet d'un médecin ou un bureau d'un avocat, c'est sûr que vos 30 premiers mètres cubes gratuits, ça vous fait une facture d'eau à zéro. Par contre, 30 mètres cubes, hein, comme on l'a dit, pour une famille avec plusieurs enfants, bah, ce n'est pas beaucoup. Donc, faut être vigilant, mais ça passe par une connaissance beaucoup plus fine de ce qui se passe après le compteur, qui est le domaine privé et donc qui par nature est beaucoup plus compliqué. Et dernier point peut-être, mais je pense que ça c'est un des éléments, hein, on a un frein majeur hein, dans tout ça, hein, ce qui rend un peu les opérateurs, et opérateurs au sens large, hein, un peu schizophrènes, c'est que par la loi, le service de l'eau, hein, l'eau paye l'eau, hein, le service de l'eau est rémunéré par les factures d'eau, qui elles-mêmes sont assises très majoritairement sur les volumes. Donc, plus vous allez, et Joël l'a dit, plus vous allez travailler à une baisse des consommations, moins vous allez avoir de ressources pour le service de l'eau. Donc, il y a quand même la question du financement des services de l'eau, hein, qui sont des services à coût fixe, hein, en grande majorité, Joël l'a rappelé, et pose, et d'ailleurs, dans les assises de l'eau, hein, ça avait été ressorti, hein,
va rapidement arriver à une équation difficile à tenir. Merci Marc. Vous avez beaucoup évoqué tous le sujet du changement de comportement, des pratiques, et puis tous les leviers pour agir sur ces comportements et donc usages. Vous avez assez peu évoqué les questions de priorité d'usage, c'est-à-dire finalement comment est-ce que deux acteurs d'un système, un particulier, un professionnel, se retrouvent avec un besoin finalement au même moment et en absence d'eau. Et on a pu le constater l'été dernier sur des sujets d'arrosage de golf versus le jardin de Madame Michu. Est-ce que ces sujets presque de tour d'eau, comme on a pu le voir à Mayotte, où chacun son tour on consomme, est-ce que ça, ce sont des choses qui peuvent émerger chez nous, ou on n'en est pas là? Et quel est votre regard là-dessus? Et après, on glissera sur les questions qu'il y a dans le chat, parce qu'il y en a quelques-unes, et je vous inviterai à y répondre dans le dernier quart d'heure. J'ai envie de se lancer sur les conflits d'usage. Alors, je pense que ça a été cité, hein, globalement, les conflits d'usage, ça va vraiment dépendre par nature, hein, l'eau est une ressource locale, mais même la typologie, hein, en gros, l'eau potable, 70% de l'eau potable provient de ressources souterraines, hein, donc on va être moins en conflit avec tout ce qui est prise sur les fleuves, modulo certaines régions, dont la Bretagne, où 75% de l'eau provient de ressources superficielles, donc les rivières notamment. Donc, ça va être à chaque fois un sujet. Alors là, on est dans le domaine, on n'est plus dans le domaine des opérateurs au sens large, hein, on est dans le domaine évidemment du politique, hein, des choix qui sont faits. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire Dieu merci, priorité est donnée à l'usage eau potable. Chaque fois qu'il y a eu, in fine, hein, des arbitrages douloureux à faire. Mais pour reprendre ta question, est-ce que ça pourrait arriver chez nous? Alors, ça dépend ce que tu appelles chez nous, mais au-delà de Mayotte est un département français. On a également en Guadeloupe, hein, en Guadeloupe, c'est aussi un autre territoire sur lequel il n'y a pas de continuité de service en matière d'eau potable. C'est-à-dire qu'il y a des coupures d'eau régulières, donc dans l'alimentation des collectivités. On a eu plusieurs centaines de collectivités qui ont subi des coupures d'alimentation d'eau potable l'été dernier, hein. Bon, alors, c'était plutôt des petites collectivités, donc on arrivait à le traiter par des livraisons par camion d'eau. Par camion, enfin, il faut savoir que par camion, au-delà de 1000 habitants, on ne sait pas faire, hein. Donc, oui, le sujet est à la fois urgent à traiter et les solutions, qui vont être des solutions techniques, hein, mettre des années, dans le meilleur des cas, voire plutôt une décennie pour être mise en place. Donc, on n'est pas à l'abri, de coupures. Je crois que c'est pas que je crois, hein, alors un des départements où la tension est la plus forte, c'est le département du Nord. Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais il faut savoir que des villes comme Lille sont sur des tensions extrêmement fortes pour leurs ressources, avec un autre problème, c'est dès que la ressource, on arrive, hein, dans des nappes qui sont de moins en moins réalimentées, les quelques problèmes de pollution se concentrent dans le peu d'eau qui reste. Vous allez avoir à la fois un manque en quantité, mais bientôt en qualité. Donc, on a tous ces facteurs. Donc, oui, ça peut arriver chez nous. Okay. J'ai une question dans le chat pour lequel d'entre vous la prendra, bien sûr, autour de l'individualisation du comptage dans le collectif, dans l'habitat collectif. Est-ce que ça, c'est une voie qui est, on va dire aujourd'hui, qui est suivie, poursuivie, ou ça reste assez, on va dire, assez stable, cette méconnaissance de l'individu dans le collectif? En fait, il y a une obligation à l'individualisation, mais on peut la faire de deux façons, cette individualisation, en fait. Soit l'individualisation est portée par le service public de l'eau,
c'est-à-dire que c'est le service public de l'eau qui gère les compteurs de l'ensemble des abonnés, soit c'est fait par le bailleur ou la copropriété. Et donc, dans le deuxième cas, hein, quand c'est le bailleur et la copropriété, chacun reçoit normalement ses charges avec encore des exceptions, mais dans la règle, hein, en fonction d'une consommation, sauf que, évidemment, ils ne sont pas connus, ça n'est pas connu de l'opérateur du service de l'eau. Donc, on peut dire que là, c'est en place pour tout ce qui est énergie, c'est en cours et bien développé en matière d'eau, mais pour l'énergie, c'est Enedis et GRDF qui ont l'information. Pour l'eau, ça peut s'arrêter, ça peut être que le bailleur, et donc on n'a pas de lien, l'opérateur n'a pas le lien avec le bailleur. Bon, il y a une autre question dans le chat. On a beaucoup parlé des particuliers hein, et de leur changement de comportement nécessaire ou autre. Assez peu de celui des entreprises. Pour certaines, l'eau est au cœur de leur modèle économique. Donc, tout ce qu'on a raconté sur la tarification incitative, est-ce que ça s'applique de la même manière ou est-ce qu'on a d'autres solutions les concernant? Oui, Joël? Ton micro. D'accord. Oui, il se trouve que nous, on a beaucoup d'industries agroalimentaires qui sont très consommatrices d'eau. Et je le disais, ce n'est pas des choses très simples. Alors, on ne va pas revenir sur le reuse, hein, mais un mot quand même. L'estimation qu'on a en Bretagne là, sur les industries agroalimentaires, c'est qu'on pourrait économiser 20% à peu près de l'eau qui est consommée et qu'on est uniquement bloqué par la réglementation. C'est-à-dire que les industriels sont volontaires, on sait faire, mais on est bloqué par la réglementation. Donc, à mon avis, c'est vraiment cette partie-là qu'il faut mettre en avant. Ça va peut-être évoluer, hein, j'ai l'impression. Après, il faut, comme je disais, ce sont des décisions un peu politiques. Vous êtes en zone rurale, vous avez des industriels qui sont là. Si vous cassez un peu leur modèle économique en montant trop le prix de l'eau, ça va poser problème. Comme je le redisais aussi, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de ne pas avoir des tarifs qui sont inférieurs aux tarifs de production, parce que ça existe encore. Mais c'est vraiment une réflexion qui n'est pas simple et qui doit être politique. Et j'ai une question assez intéressante, peut-être plutôt pour toi, Simon, sur mais finalement, si les consommateurs ne connaissent pas le prix de l'eau, à quoi ça sert de mettre des tarifs incitatifs en place? Justement, oui, c'est une très bonne question, pour les sensibiliser au prix de l'eau. C'est une manière de communiquer aussi envers ses consommateurs, envers ses usagers, hein, ses citoyens, mais vraiment pour les sensibiliser sur la rareté de la ressource, sur le prix de l'eau, sur la construction du prix de l'eau. Et on l'a vu à Dunkerque, en fait, où il y avait des assemblées réalisées avec les citoyens, hein, donc par le syndicat des eaux, justement pour communiquer sur la tarification sociale. Mais c'est très important, je pense, de se rendre compte qu'il y a de la construction tarifaire, du prix de l'eau, éventuellement l'impact environnemental qu'on peut voir aussi déjà un peu à travers les redevances. Donc, c'est une manière justement de les sensibiliser. Et ça, en fait, bien souvent, encore une fois, hein, il y a un focus qui est, je pense, trop grand sur à la fois paradoxalement sur la tarification de l'eau. On ne veut pas augmenter les prix, etc. en France. On compare toujours les services entre eux, sans prendre forcément en compte les contextes locaux. Donc un gros focus sur la tarification, mais qui paradoxalement, derrière, avec des usagers qui ne savent pas du tout le niveau de tarification. Donc justement, mettre des compteurs individuels, c'est sensibiliser au niveau de consommation, parce que si je connais pas le prix, mais je connais pas non plus combien je consomme en fait. Donc c'est les sensibiliser à leur niveau de consommation et puis les sensibiliser aussi au prix de l'eau et pouvoir jouer ensuite potentiellement hein, sur des nouvelles formes de tarification dans le futur. Ouais, Joël, vas-y. Oui, il y a une autre question dans le chat qui est assez intéressante, c'est la durabilité de ces variations de prix. Les quelques expériences qui ont été menées ont montré qu'il
y a la variation de prix qui compte, mais il y a avant tout, c'est ce que disait Simon, l'aspect sensibilisation. Quand vous prenez une commune, que vous réunissez les gens, que vous les informez, etc., ils se sentent motivés et il y a une action. Et peut-être plus d'ailleurs que la variation du prix, parce que l'élasticité au prix est relativement faible. C'est un besoin primaire, l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte en catégorisant les abonnés et en ayant des actions régulières et en allant au contact. Quand je dis aller au contact, c'est la notion d'ambassadeur de l'eau qui va aller voir quelle est la motivation des gens, qui peut-être va compléter les équipements avec des mousseurs, etc. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Comme l'a un peu indiqué Marc tout à l'heure, hein, l'eau paye l'eau. Tout ce que vous avez évoqué, que ce soit autour des fuites, de l'après-compteur, de l'incitatif, enfin, tout ce qui va devoir se mettre en place, a priori, peut aussi nécessiter de nombreux investissements. Sur ce sujet de l'investissement un peu au sens large, est-ce qu'on a les moyens quelque part de cette ambition? Et est-ce qu'il ne faudra pas aller chercher ailleurs de nouvelles sources de financement ou trouver de nouveaux financeurs à l'eau? C'est quoi votre point de vue autour de ça? Oui, Joël? Oui, c'est très médiatique, ça, cette histoire de réseau en particulier. Hein, on entend parler de billets de piscine qui sont perdus. Il y a quand même une priorité et qui ne coûte pas très très cher, c'est 2 mots, repérer, réparer les fuites. On sait faire, c'est quelque chose qui est à notre portée, qui reste économiquement jouable. Après, quand on veut faire du renouvellement de réseau, la grande difficulté, c'est de choisir les tronçons les plus pertinents. Un réseau, c'est quoi? C'est une centaine d'années la durée de vie, mais la courbe n'est pas du tout linéaire, c'est pas 1% par an. Dans les 30 à 50 premières années, vous n'allez rien changer. Et ensuite, la courbe va monter. Donc, il y a vraiment une pertinence à trouver en fonction de l'âge, de la nature de la conduite, du type de terrain, de la qualité de la pose, de l'opportunité de certains travaux sur la collectivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le retard, il est surtout lié aux centres-villes qui ont été équipés les premiers. Et il faut regarder. Alors, au-delà du rendement, les techniciens utilisent ce qu'on appelle l'indice de perte, la perte linéaire, qui est beaucoup plus intéressante parce que je vais donner un exemple. Si vous avez 1 kilomètre de réseau rural qui dessert 2 abonnés, vous allez perdre, s'il y a un rendement de 80%, on va parler en dizaines de mètres cubes. Quand vous êtes en ville avec un rendement sur 1 kilomètre où il y a des centaines d'abonnés, c'est des milliers de mètres cubes. Donc ça, il y a ce travail de pertinence pour que justement, en termes d'investissement, on gère le mieux possible les choses. Et puis un dernier mot qui a été un petit peu dit, là où il y a un gain immédiat, c'est quand on améliore les usines. Les usines, il y a 20 ans, elles avaient un rendement de 90%. Aujourd'hui, elles sont plutôt à 96-98% quand on met les dernières technologies. Peut-être en complément, en fait, le prix de l'eau est un faux sujet, hein, dans le sens où c'est plutôt la facture de l'usager qui est importante. Parce que finalement, si j'arrive à diminuer ma consommation, il y a un moment, et que le prix augmente en proportion, voire moins, j'aurais finalement, dans mon budget, hein, ce qu'on peut dire, hein, c'est que pour le budget des Français, c'est 1,5%. Hein, la question de l'eau, l'énergie, avant la crise, c'était plutôt le double, au moins. Ça répond aussi à une question de pourquoi les gens sont plus intéressés par l'énergie que par l'eau. Et puis le prix de l'énergie a vraiment fait le yo-yo, ce qui n'est pas vrai sur l'eau, hein, puisqu'on est sur globalement des hausses qui sont en quelques pourcents. Hein, on n'a jamais, on double nulle part. Donc la question, c'est déjà la facture que payent les abonnés. Puis on a quand même un problème, hein, qui est que aujourd'hui, on arrive avec, Joël l'a dit, hein, on a un peu un effet falaise, hein, parce que les infrastructures qui ont été construites dans les années 60-70 commencent quand même à vieillir. Certaines sont encore en bon état et on a des conduites qui ont 80 ans qui sont en parfait état, donc il n'y a pas de lieu de les changer. Et dans beaucoup de cas, en fait, ces infrastructures d'origine n'ont pas été payées par le prix de l'eau. Hein, l'eau paye l'eau. Et donc, on a une équation dans laquelle il faudrait renouveler des infrastructures via le tarif de l'eau.
il est un peu surprenant. Enfin, on peut s'étonner que quand on fait une route, tout est payé par l'impôt, sauf les canalisations d'eau et d'assainissement. Hein, c'est pas, de même, l'autre sujet, c'est que la facture d'eau, elle paye l'eau, mais elle alimente de plus en plus le grand cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on a aussi ouvert, hein, ce qu'il y a à financer via la facture de l'usager. Donc, il y a ce double sujet, et je ne parle pas du plafond mordant, je crois que c'est le beau terme qui est utilisé sur ce qui est prélevé, les 500 millions d'euros prélevés sur les agences de l'eau, qui elles aussi sont financées par la facture de l'usager. Bref, on a une facture de l'usager qui est amenée à payer, alors usager au sens là, qui est amené à payer beaucoup plus, hein, que le petit cycle de l'eau, qui lui-même avait été largement subventionné. Donc, il y a quand même un moment une question de durabilité de ce modèle. Merci, on arrive au bout de notre webinaire parce qu'il est 9h31. Éventuellement, un mot de la fin ou sinon, on en reste là, messieurs. Et je vous remercie beaucoup pour la qualité de ces échanges et bien sûr aussi Wendy et Liana qui nous ont aidés à organiser cela. On est au bout. Un petit mot positif? Enfin, moi, peut-être un petit mot pour conclure, mais reprendre ce qui a été dit sur l'investissement. Quand on parle d'eau, on parle de changement climatique, de biodiversité. Il faut avoir ça en tête et effectivement, du coup, tous les financements ne peuvent pas reposer que sur l'usager. On ne parle pas seulement d'un service public, hein, mais on parle de quelque chose de beaucoup plus global et il faut y penser quand on pense au financement justement de l'investissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vous nous contactez. On est là pour ça. Merci beaucoup à tous. Très bonne journée.